Aotearoa, le pays du long nuage blanc. C'est ainsi que les Maoris nomment depuis toujours la Nouvelle-Zélande. À 2290 mètres d'altitude, au sommet du Tongariro, ce nom prend tout son sens. Que cette lumière apporte chaleur et illumination. Que cet endroit garde paix et tranquillité à travers ces terres froides, entre Rangini, Père du ciel, et Papatuanuku, Mère de la terre. Honorons la création de la vie. Quand vous escaladez en haut des montagnes, vous trouvez la paix. Vous ne faites qu'un avec les éléments. Vous êtes connecté à la terre, au ciel, aux nuages et à la vie. Peuple légendaire venu de Polynésie, les Maoris ont débarqué les premiers sur ces terres de feu il y a près de 1000 ans. Ils ont dû s'adapter à cette nature puissante où le tropical côtoie le glacial. En équilibre sur les plaques tectoniques d'Océanie et du Pacifique, cet archipel concentre toutes les forces de la nature. Les Maoris en ont fait leur dieu, leurs ancêtres. Leur relation fusionnelle avec l'environnement fait partie de leur ADN. Aujourd'hui, les Maoris tentent de récupérer les terres dont ils se disent les gardiens, les Kaitiaki. Car les menaces sont multiples. Réchauffement, déforestation, fonte des glaciers et espèces menacées. Même l'emblématique kiwi, symbole de tout un pays, est en danger. Bonne chance, que les dieux de la forêt te protègent. La maladie se trouve à 15 mètres de Tanimauta. Elle y est presque. À l'heure où l'écologie est autant une mode qu'une nécessité, les Maoris n'ont-ils pas la légitimité pour montrer la voie ? Avec l'accord de la tribu Gati, Tuvar et Toa, l'ascension du Tongariro devient possible. C'est l'une des montagnes les plus sacrées de la culture maori. Matthew appartient à cette tribu renommée dont il défend l'héritage avec fierté. Si vous avez les mains froides, mettez-les dans la terre. Ça vous réchauffera. La terre est à bonne température. Ce décor volcanique et cinématographique a inspiré le réalisateur du Seigneur des Anneaux. Le Tongariro est devenu pour les besoins du 7e art le célèbre territoire de Mordor. L'une des fameuses répliques du film serait même copiée sur les récits de la mythologie locale. Au fond, on aperçoit le mont Ngaoruoe. Dans nos récits, un héros appelé Ngatoro Irangi se trouve au sommet de ce volcan et plante son bâton dans le sol. Et le sol se met à trembler. Mais qui sait, si Peter Jackson, le réalisateur, n'aurait pas entendu nos histoires et se serait dit « J'utiliserais bien cette histoire pour mon film Le Seigneur des Anneaux ». Parce qu'on voit aussi dans le film le personnage Gandalf planter son bâton dans le sol et dire « Vous ne passerez pas ». Et là aussi, le sol se met à trembler. Pour compléter l'anecdote, le réalisateur américain avait souhaité filmer au sommet du Goruoe. Mais la tribu s'y était opposée. Trop sacré. C'est une terre privée, une terre maori. Nous y venons quand nous voulons nous baigner, nous guérir. On vient ici. C'est bon pour la peau. La boue joue le rôle de collagène naturel. Les eaux ont des vertus guérisseuses. Des scientifiques ont cherché à savoir comment l'eau guérissait les gens
Mais le Hapu a refusé et les administrateurs ont aussi dit non. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que dit la science. Les gens ont simplement la croyance que l'eau guérit. Ils viennent ici et sont guéris, donc c'est suffisant pour nous. C'est un endroit sacré, l'accès est donc restreint. Ici, les Maoris ont bien retrouvé le mana, c'est-à-dire le pouvoir, sur ces terres dont ils se considèrent comme les gardiens et les protecteurs. Ce territoire sacré avait été offert en 1887 à la couronne d'Angleterre pour empêcher les colons de l'exploiter. Les montagnes de Tongariro avaient alors été converties en parc national, le premier de Nouvelle-Zélande et le 4e du monde. Aujourd'hui, dans cet atelier, Chen et Hayes, artistes sculpteurs, participent à ce travail de mémoire et de reconquête culturelle. Ceci fait référence aux montagnes. On voit les motifs répétés de relief et de vallées. Je pense que cette sculpture restera dans le village. Elle est destinée à être posée ici, le long de la route, au carrefour. L'idée est d'en faire des totems à chaque entrée du parc. Il y en aura 5. Ce sont les gardiens du parc, de la tribu et des gens qui y vivent. Ce sont des dieux. Ce ne sont pas de simples sculptures. Ce sont des figures de dieux qui représentent ce que nous sommes, qui nous sommes et où nous sommes. Chaque Maori s'identifie à une montagne ou à une rivière. Par exemple, moi, j'ai découpé le cordon ombilical de ma fille en 3 morceaux. Et j'ai grimpé au sommet de nos 3 montagnes pour y enterrer à chaque fois l'un des morceaux. Comme ça, où que ma fille aille dans le monde, elle saura toujours qu'elle appartient à ces montagnes. Parce qu'une partie d'elle y est enterrée. Il fut un temps dans ce pays où il était interdit de parler notre langue. À cette époque, certains enfants et des anciens étaient battus. Il est impossible de faire disparaître notre culture. C'est un héritage que nous laisserons derrière nous. J'espère que Fukaru restera debout pendant des milliers d'années. J'espère. C'est bon de voir qu'après 1000 ans passés dans la forêt, cet arbre est ramené à la vie et jouera son rôle de gardien. Il fera partie du patrimoine mondial et guidera et prendra soin de tout le monde. C'est tout le symbole. En matière d'écologie, les Maoris ont ouvert la voie. D'autres les suivent. La préservation de l'environnement est devenue une cause nationale. Et au pied du Tongariro, elle s'appelle kiwi. L'oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande est menacé d'extinction. Il y en avait 5 millions en 1900, il n'en resterait plus qu'une dizaine de milliers. Une véritable hécatombe. Jérôme est ici un peu leur espoir. Ce scientifique français les suit à la trace depuis 13 ans. Les kiwis sont presque tous équipés d'émetteurs. La mission du jour, les localiser grâce à un survol de la zone. Une fois repérés, Jérôme pourra poursuivre la traque au sol pour changer leur balise. Ça, c'est ce qui fait la connexion entre les antennes et le receveur. Donc l'antenne qui se trouve à notre gauche et l'antenne qui se trouve à notre droite. Le tout connecté au receveur. Voilà. Le kiwi est endémique de la Nouvelle-Zélande. Il n'en existe nulle part ailleurs dans le monde.
Alors, sur le parc de Tongariro, tous les moyens sont mis à la disposition de Jérôme. C'est les antennes de chaque côté de l'avion qui vont nous permettre de repérer les kiwis du ciel. L'avion, ça nous permet de nous faciliter vraiment le travail, quoi. C'est vrai que c'est impossible de parcourir les 20 000 hectares de forêt à pied. On ne peut pas suivre une population de kiwis. Mais ça, c'est franchement essentiel. Essentiel d'avoir un avion avec soi pour faire ce genre de programme. Il y a des oiseaux sur ces collines. Tu peux prendre cette direction pour que je capte leur signal? Ouais, super. J'ai un bon signal là. Garde cette direction. Les kiwis sont juste là. Super, là, j'en ai localisé 2 là, dont j'avais perdu la trace depuis un petit moment. C'est génial qu'on va la retrouver. Oh, il y en a un autre pas loin. Nous sommes vraiment bien et je pense que nous allons localiser plusieurs oiseaux aujourd'hui. C'est une belle réussite. Quand je survole cette forêt, je me dis qu'il pourrait y avoir des milliers de kiwis. Hein. Et en fait, on n'en a que 200 à peine. C'est franchement pas un problème d'habitat, quoi. C'est surtout un problème de prédateurs qui fait que le kiwi est en danger. That's good. Cool. Yeah. Regarde Malcolm, l'oiseau est ici. Oh, cool. Oh cool, c'est super. Ça a été une belle expédition. Tu en as trouvé beaucoup? Oui, j'en ai même trouvé un qui était perdu. On pourra vraiment faire quelque chose de ces données. Première partie de mission accomplie. Reste la plus délicate et la plus sportive, direction la forêt de Tongariro. Jérôme et son collègue Malcolm doivent maintenant retrouver au sol les kiwis grâce au service de ferme, leurs compagnons au fer infaillible. L'oiseau qu'on recherche, il est dans cette région, ce territoire. Et donc, je vais essayer de prendre le signal. Et si on obtient un bip, eh bien, ça veut dire qu'on a un signal avec l'oiseau et qu'on a grande chance de l'attraper. Ah, oh, on a de la chance. On est vraiment prêt. On a vraiment de la chance. À mon avis, si on lâche Fern, si on la lâche, elle les trouvera. Dans cette direction? Bon, on a besoin de rentrer dans le bush, hein, dans la forêt. C'est un peu pentu, mais je pense qu'on va se frayer un petit chemin. Oh, hang on, just... We carry on, just this way, a bit further up. Je l'entends dans cette zone. Yeah. Yeah, well, it's a nice forest. On va descendre so we go et remonter down là-bas. and up again. Parce que je pense qu'il est de l'autre côté. L'intérêt de repérer les kiwis est de récupérer leurs œufs pour les protéger des prédateurs. Les hermines, les belettes et les rats, introduits par la colonisation, représentent la principale menace. Chez les kiwis, ce sont les mâles qui couvent. Ce sont eux qu'il faut retrouver en priorité. Le signal vient
cette direction, dans cette petite ravine. Et ici, tu vois, là, elle commence à sentir quelque chose. Elle est sur la piste. Malcolm, prends-la en laisse maintenant. Refrain your dog. Un peu plus haut, further up. Elle est sur la piste là. Elle est sur la piste, on est juste à côté. J'espère qu'il ne s'est pas enfui. On est très proche. Malcolm. Oh, il est là-dedans. Il est là-dedans. Il est dans un rayon de, je dirais, 20 mètres. Il doit avoir son terrier juste à côté. Stephen not here? Yes, here. On est ici, on y est là. Inside? Yep. C'est plus profond que je pensais. Smile. There's a kiwi. Le voilà le kiwi. How cool is that? Good girl. Bon chien, Fern. That's a kiwi. Tu as bien trouvé le kiwi. I'll let you take that. Un oiseau qu'on a trouvé l'année dernière avec sa femelle dans le même terrier. Good girl, eh? C'est bien ma chienne. T'as été super. On se relâche après toute cette tension de chasse entre guillemets. On va pouvoir changer son émetteur et ça sera reparti pour 1 an. En espérant qu'il va avoir une bonne saison de nidification, qui va produire plein d'œufs pour booster un petit peu la population, hein, parce qu'elle en a fortement besoin. Il ne reste plus beaucoup de kiwis dans la nature. Là franchement ils sont au bord de l'extinction. C'est pour ça qu'on fait ce métier, hein. C'est juste pour essayer de faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas. C'est un très bel oiseau. J'ai passé toute ma vie dans la forêt et il a fallu que j'attende l'âge de 40 ans pour voir mon premier kiwi. C'est juste magique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous appelle les kiwis. On a décidé de mettre un émetteur sur lui parce que c'est important à suivre, à monitorer, parce que c'est lui qui incube, c'est lui qui s'assoit sur les œufs. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire les suivre de près pour pouvoir récupérer les œufs, les faire incuber artificiellement et ensuite mettre les petits dans des enclos sécurisés où il n'y a pas de prédateurs et on les relâche quand ils sont suffisamment grands pour pouvoir se défendre. Ils sont blurry. Big difference. Yeah. On a relâché pas mal au fil des années, une petite centaine. Le kiwi, c'est clair que c'est le symbole de la Nouvelle-Zélande. Hein. Ils sont pas, c'est sûr que c'est quelque chose de très précieux pour que ce soit les Pakeha ou les Maoris d'ailleurs. Hein. C'est une Tonga species qu'on dit, c'est-à-dire un trésor de la nature. Hein. Donc ils sont prêts à mettre tous les moyens pour sauver cette espèce. Maybe 2 kg. 1950. 1 kg 860. Bon, mais t'as gagné. Oui, j'ai gagné. Ouais, un bon poids. Donc voilà, il est assez particulier cet oiseau, tu vois, il a les narines qui se trouvent à l'extrémité du bec. Je crois que c'est l'unique oiseau comme ça. Des espèces de petites moustaches, là, comme les chats, pour pouvoir se déplacer la nuit, parce que c'est des animaux nocturnes, pour sentir leur environnement immédiat. Ils ont des restes de petites ailes. Ils ont perdu la faculté de voler. Oui. Ici, ils ont des grosses pattes. Ils peuvent se défendre avec ça. Hein. Une fois qu'ils sont adultes, ils sont assez tranquilles. Hein. Maintenant, on va avoir une belle année de reproduction devant nous, en espérant qu'il va produire beaucoup de petits. 4 au moins, ce serait bien. Perfect day. Super journée. Yep. Ça ne pouvait pas être mieux. On va te relâcher. Bonne chance. Que les dieux de la forêt te protègent. Dans l'île du Sud, c'est un peu la même bataille qui se joue. Cette fois avec le kea, le seul perroquet des montagnes au monde
lui aussi endémique de la Nouvelle-Zélande. The weather's getting worse. Le temps se gâte. Aujourd'hui, nous partons à la recherche de Kea, sur lesquels nous avons déjà posé des émetteurs. Et nous allons essayer de trouver de nouveaux perroquets. Je vais devoir conduire jusqu'au pied de la vallée et monter à pied là-bas, car les Keas sont probablement là. Donc si j'obtiens un signal, je vais pouvoir détecter un oiseau. Mais je veux surtout capter leur signal pour savoir s'ils sont en vie. Il ne resterait plus que quelques milliers de Kea. Ils vivent ici dans ces montagnes que les Néo-Zélandais appellent les Alpes du Sud. Ici, on aperçoit souvent des Kea. Ah, j'en entends un là. Il y a environ 2 ans, les Keas sont passés du statut d'espèce menacée à espèce en danger d'extinction. La principale raison est la présence d'hermines et de rats qui s'attaquent aux œufs et aux petits dans les nids. Nous avons placé des caméras de surveillance pour chaque nid qui filment 24 sur 24, 7 jours sur 7. Elles prennent en photo tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur du nid. Quand ils se rapprochent, j'utilise ce signal. Généralement, ça les fait venir. Ça veut dire, viens voir ça, viens me voir. Le Kea est curieux de nature. Il est même surnommé le clown des montagnes. Mais sa réputation de carnivore en faisait l'ennemi des fermiers. Les scientifiques estiment à 130 000 le nombre de Kea exterminés par la chasse au cours des 130 dernières années. Je vais essayer d'attraper ce Kea avec un petit piège. Tom a de la chance aujourd'hui. L'un de ces Kea n'a pas encore de balise. C'est une femelle. Elle est aussitôt baguée et comme c'est la semaine des G, elle est baptisée Geneviève. Je la pèse pour m'assurer qu'elle a un bon poids de forme. Un Kea de son âge et de sa taille doit peser entre 600 et 700 grammes. Sans empoisonner mon plomb, il pèse beaucoup moins. 690 grammes, c'est un bon poids de forme. Je fais cela parce que j'adore les Kea. C'est difficile de trouver de nouveaux Kea qui n'ont pas de balise. Et c'est passionnant. Le nombre de Kea diminue fortement, mais c'est toujours bien d'en trouver un nouveau. Je vais suivre cette race plusieurs années. J'espère qu'elle survivra longtemps. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore trouvé la solution et le taux de survie des nids de Kea frôle les 0%. Notre mission est donc de trouver un moyen d'empêcher les Kea de se faire tuer. Ce serait vraiment honteux et dommage de les perdre. C'est pourquoi je participe à ces recherches.
Longtemps isolée du reste du monde, séparée de l'Océanie il y a plus de 85 millions d'années, la Nouvelle-Zélande regorge d'espèces endémiques dans le monde animal et végétal. Un véritable laboratoire pour les scientifiques, préservé grâce aux Maoris et à l'harmonie qu'ils entretiennent avec la nature et les éléments. Dans le nord du pays, cette équation se vérifie une fois de plus dans le milieu sous-marin des Poor Nice Islands. Chris MacDonald est le chef de tribu du secteur. Les îles des Poor Night, qu'il voit tous les jours de cette plage, furent longtemps un point de départ des expéditions maritimes des Maoris vers le reste de la Nouvelle-Zélande. Les îles sont devenues une réserve marine depuis quelques années. C'est un sujet important parce que nous considérons qu'il s'agit de nos îles. Et c'est devenu une sorte de musée pour ceux qui aiment la plongée et l'écotourisme. Mais pour nous, c'est notre archipel. Nous l'avons occupé et nous y avons toujours. Aujourd'hui, la zone est devenue le paradis des plongeurs, au grand regret de Chris. James Bell est lui professeur de biologie marine à l'université de Wellington. Il dirige un groupe d'étudiants chargés de prélever et d'analyser des éponges. Avant d'aller sur le site, James préfère toujours se plier à la coutume et prévenir les autorités tribales de ses intentions. Chris? James Bell, enchanté. Ravi que vous soyez venu. Il s'agit d'un nouveau projet de recherche pour nous, en plus de ceux que nous menons dans les autres réserves marines de Nouvelle-Zélande. Les îles Poor Night présentent une fantastique diversité de populations d'éponges marines. Il y a de nombreuses espèces que l'on voudrait comprendre. Vous allez y rester combien de temps? Aujourd'hui et demain seulement. D'accord. Vous venez avec nous aujourd'hui? Non. Ok. On se voit plus tard. Direction les Poor Nice Islands. Le commandant Cousteau décrivait cet archipel comme l'un des plus beaux spots de plongée au monde. Ces falaises abruptes recèlent un écosystème sous-marin d'une extrême variété. Un véritable vivier de nos jours encore, car les Maoris ont toujours préservé ici la ressource. Une aubaine pour l'équipe de James Bell qui, avec ce drone sous-marin, localise les éponges qu'ils doivent prélever pour leurs analyses. Aujourd'hui, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur les populations d'éponges des îles Poor Night. Les îles Poor Night sont connues pour abriter un grand nombre d'espèces d'éponges. Environ 150 espèces ont été trouvées ici. Ce qui est intéressant avec ces éponges, c'est qu'elles filtrent de grands volumes d'eau. Et quand elles filtrent l'eau, elles libèrent des nutriments, des particules alimentaires et de l'oxygène. Et notre groupe de plongeurs essaye de déterminer la quantité d'oxygène libérée par les éponges. La biodiversité sous-marine est ici d'une extrême richesse. Les éponges qu'étudie l'équipe de James Bell se retrouvent même à des profondeurs inhabituelles, au-delà des 40 mètres. C'est tout le mystère des Poor Nice Islands que ces scientifiques palmés tentent de comprendre. Chaque système est fermé pour chaque éponge. Nous avons 2 éponges de chaque espèce. « 7,29. » Oh,
On dirait que quelqu'un a soif. Elle consomme davantage, donc il y a moins d'oxygène dans l'eau comparé à celle-ci. C'est très bien, car cela veut dire que le système fonctionne, mais aussi que l'éponge est vivante et active. Ok, 2,51. Il se passe plein de choses au Cournites. Par exemple, il y a des courants chauds qui viennent de l'Est et des courants froids qui viennent du Nord, ce qui permet le développement d'une grande diversité d'espèces endémiques. Par exemple, on trouve ces espèces uniquement aux îles Cournites. Nous essayons donc de déterminer l'impact de la hausse de la température et de l'acidification des océans sur les éponges. Beaucoup pensent que les éponges ne supportent pas une hausse de température. Donc si les océans se réchauffent, même de quelques degrés, cela pourrait avoir un impact négatif sur les éponges, mais aussi sur d'autres espèces présentes dans la réserve. La Nouvelle-Zélande a encore ses sanctuaires, sans doute grâce à l'approche fusionnelle que les Maoris entretiennent avec la nature. Mais elle a aussi ses cicatrices indélébiles. Des milliers d'hectares de forêts ont été dévastés jusqu'au début du XXe siècle pour satisfaire le besoin de terres cultivables et l'expansion de la population. Le roi des forêts néo-zélandaises en a payé le prix fort, le kauri, l'un des plus gros arbres du monde. Ces dimensions attisaient la convoitise des arracheurs d'arbres. Seuls 4% des forêts de kauri subsistent encore. Et aujourd'hui, c'est un deuxième fléau qui menace ces géants du monde végétal. Une bactérie qui se transmet par le sol, les décime les uns après les autres. Une catastrophe écologique et une perte patrimoniale pour le peuple maori qui vénère ces arbres. Dans la forêt de Waipua, ce rescapé vieux de 3000 ans fait figure de demi-dieu avec ses 14 mètres de circonférence et ses 52 mètres de hauteur. Bonjour, je suis un ambassadeur de Tanemahuta. Bienvenue dans ma forêt. Tanemahuta est le plus grand kauri du pays et c'est le 4e plus gros arbre du monde. Quel est le nom de l'arbre? Tanemahuta. Tanemahuta? Oui. C'est le plus gros, mais pas le plus vieux. Le plus vieux se situe en haut de la colline. L'ancienne piste arrivait par ici et tombait directement sur Tanemahuta. Nous avions autrefois le droit d'aller directement à l'arbre et de faire une accolade. Mais ce n'est plus autorisé depuis que la maladie a été dépistée en 1987 ici. La maladie se trouve à 15 mètres de Tanemahuta. Elle y est presque. La maladie se rapproche. D'après les histoires que j'ai pu entendre et les légendes de notre culture, nous voyons ces arbres comme des piliers qui soutiennent le ciel. Il faut s'imaginer que le plus gros kauri répertorié était 2 fois plus large et 2 fois plus haut que le Tanemahuta. Ces arbres sont tellement sacrés pour notre peuple qu'on ne les coupe pas. Sinon, le ciel tomberait. On ne verrait plus la lumière du jour et, par conséquent, nous disparaîtrions. C'est la musique que je joue à l'arbre quand je suis fatigué de parler aux gens. Je pense qu'il aime ça, parce que cela fait taire tout le monde. Parfois c'est très bruyant, comme une rue en plein centre-ville.
Donc je joue de cet instrument et tout le monde se tait. On entend les oiseaux, le vent, on entend les feuilles. C'est comme ça que j'aime la forêt. Quand je joue, les gens ralentissent, regardent l'arbre et apprécient au lieu de passer rapidement. Parce que beaucoup de gens passent trop vite. Ils prennent juste une photo et ils repartent. Je les aide à l'apprécier, vous voyez? Parce que s'ils n'apprécient pas l'arbre, ils ne voudront pas en prendre soin. Alors que comme ça, ils vont vouloir sauver les arbres. Et ainsi, j'espère remplir ma mission. Tane-Mahuta, le 4e plus gros arbre du monde, pourra-t-il vivre 3000 ans de plus? La bataille est engagée contre la maladie, dont il n'existe pour l'instant que des soins palliatifs. Plus au sud, près d'Auckland, dans la région des Waitakere, des Pakeha, des descendants de colons, s'organisent et forment de véritables bataillons pour combattre le mal. Bonjour à tous. Je tiens vraiment à vous remercier de venir chez moi pour traiter mes kaori. Je vous suis très reconnaissante de m'aider à préserver cet environnement que nous apprécions tant. Merci. Bon, nous allons traiter environ 90 à 100 arbres aujourd'hui. On va constituer des équipes en mélangeant des personnes expérimentées et des personnes qui le sont moins. Les bactéries se trouvent dans le sol. Il faut donc bien nettoyer ces chaussures pour les éliminer. Et quand on aura tout terminé, il faudra s'assurer de ne pas ramener d'infection avec nous. Je mélange du phosphate avec de l'eau. C'est la solution que nous utilisons et que nous injectons dans les arbres. J'espère pouvoir traiter mes arbres et enrayer l'infection. Sinon, tous les kaori de notre jardin risquent de mourir, et ce serait vraiment très triste. Il s'agit surtout du kaori Nouvelle-Zélande. Ces arbres font partie de notre héritage, de notre environnement, et j'espère qu'ils vont survivre. J'aimerais tellement que ma fille puisse montrer des kaori à ses enfants. Je vais vous montrer le premier arbre sur lequel nous avons constaté le problème. On voit bien qu'il n'y a plus de feuilles au bout de certaines branches. Elles sont mortes. Mais nous essayons de combattre le problème. Cela exige beaucoup d'efforts. Je vais devoir administrer une injection à cet arbre tous les 6 mois ou une fois par an pour le reste de sa vie, jusqu'à ce que l'on trouve une autre solution. Ça, c'est mon arbre préféré dans le jardin. Je viens le voir tous les matins. Les méliphages touilles l'adorent. J'espère juste que nos arbres puissent être sauvés, que le traitement marche pour que nous ayons de beaux arbres en bonne santé. Les forêts néo-zélandaises compteraient encore 40 000 kaori, mais un quart d'entre eux seraient déjà contaminés par ce phytophage découvert en 1970 et qui se transmet par les chaussures des randonneurs et par les mammifères. Vous pouvez voir la canopée de celui-ci et de celui-là. On peut voir qu'elle est beaucoup plus petite et très jaune. Ce kaori semble très très malade. L'arbre cesse de s'alimenter. Il essaye de combattre la maladie en saignant. Il interrompt le trajet des cellules chargées de transporter la nourriture et l'eau jusqu'à la canopée. Il ne produit plus ni nourriture ni feuilles. Il commence à mourir de faim. C'est ce qui le tue. L'arbre meurt de faim. Cet arbre semble plutôt en bonne santé. Il ne saigne pas en bas. Il n'y a pas de résine qui sort. Ça nous donne un peu d'espoir. On passe à quel arbre ensuite? Celui-ci. Oh, j'adore celui-là. On va traiter celui-ci. Tu veux le faire?
Ok, super. Tu peux retirer la perceuse. Je considère que cet arbre fait partie de ma famille. Pour moi, les arbres ont une âme. Les Maoris sont connectés à la nature, aux plantes de la Nouvelle-Zélande. Ils utilisent beaucoup de plantes médicinales. La plupart des gens ici n'ont peut-être pas un lien aussi fort avec la nature. Mais cela ne veut pas forcément dire que l'on n'y prête pas attention, que l'on ne veut pas sauver notre environnement ou trouver de nouvelles façons intéressantes de nous en servir. Non, je pense que tu tournes dans le mauvais sens. Tu peux tirer un peu? Ok, c'était facile. Ma fille apprend à traiter les arbres, donc quand nous serons trop vieux pour le faire, c'est notre fille qui le fera. Et mes enfants le feront, les enfants de mes enfants le feront, etc., j'espère. Je sauve des arbres avec ma maman. Au contact des Maoris, de plus en plus de Pakeha adhèrent à la cause environnementale. Certains en font même un mode de vie. C'est particulièrement vrai dans cette île du Sud où Mère Nature impose sa puissance. Tout au sud du pays, il y a une région si extrême qu'il n'y a pas d'autre choix que de vivre en harmonie avec les éléments et de s'adapter. Voici les Fiordlands. Au bout des lacs et des montagnes, la route s'arrête à Doubtful Sound, le fjord le plus profond de la région. Le bout du monde. Derrière, il n'y a plus rien. Un seul homme vit ici toute l'année. Son nom, Billy. À quelle heure tu veux qu'on réapprovisionne? D'accord, ça me semble bien, pas de problème. Billy est le point de contact avec le monde. Il est l'homme à tout faire pour ceux qui s'aventurent ici. Aujourd'hui commence la saison de la pêche à la langouste. Il doit se rendre sur le port. Ils partent pêcher quelques jours. Les pêcheurs des Fiordlands viennent ici pour prendre du carburant et ils peuvent venir à n'importe quel moment, même à 3 h du matin s'ils reviennent de la côte sans rien. On ne peut pas leur refuser le carburant, sinon ils ne pourraient pas partir. C'est important de leur fournir car on ne voudrait pas qu'il leur arrive quelque chose. C'est un environnement très dur. Si quelqu'un se blesse ou est en danger, c'est difficile de les aider. C'est l'un des endroits les plus reculés de la Nouvelle-Zélande. Cette période, la fin de l'été, c'est probablement l'un des moments les plus chargés de l'année entre les bateaux de pêcheurs et la forte présence de touristes. Qui est Billy pour moi? C'est un esclave. Il a été pris au piège. Il est au mauvais endroit au mauvais moment. D'habitude, il ne nous aide pas comme ça. Non, en réalité, il nous aide beaucoup. Il est là pour nous. Une urgence. Direction l'héliport. Billy doit aider le pilote à harnacher sa cargaison. Nous avons un système qui nous permet de fournir de l'électricité dans la région. Les tuyaux principaux sont usés, donc nous avons dû investir beaucoup d'argent pour remplacer les tuyaux de pipeline.
Il s'agit de la dernière section qui doit être installée dans la forêt. Ok, les tuyaux sont en route. C'est un endroit très compliqué. Ça va susciter un bon travail d'équipe pour le mettre au bon endroit. Ok, c'est bon. Il est au bon endroit. Bon travail. Il ne va pas pleuvoir. La journée va être bonne. 7 mètres de pluie peuvent tomber chaque année, parfois même 13 à 14 mètres. Ici, on ne mesure pas la pluie en millimètres, mais en mètres. C'est l'un des endroits les plus humides de la planète. Quand on se rend dans les Fiordlands, on doit être conscient qu'il va pleuvoir environ 90% du temps. Mais c'est ça qui fait le charme des Fiordlands. À cela s'ajoute la chasse et la pêche, car c'est aussi pour ces moments de détente que Billy a choisi le bout du monde, son paradis. Voici le Meter Peak, qui fait partie du fjord Doubtful Sound. J'espère qu'on va attraper des poissons. Toutes les chutes d'eau ici sont créées par la pluie. Elles ruissellent dans les forêts. Certaines d'entre elles sont très petites, donc ça peut devenir chaud et sec. S'il ne pleut pas pendant une semaine, et qu'il pleut ensuite, l'endroit est transformé. C'est juste magnifique. J'aimerais bien attraper quelque chose de bon à manger. En tout cas, un poisson plus gros que Steven. A bigger fish than Steven. Two drops. There we go. Et voilà. It's sea perch. Celui-ci est très bon à manger. Mais on va le relâcher parce qu'il est trop petit. Oh, good. Super. Il a touché le fond. Il a attrapé la Nouvelle-Zélande. On n'a pas besoin d'en attraper des tas. C'est juste récréatif. 2, ça suffit. On ne peut pas pêcher tout ce qu'on veut et ramener du poisson pour les 6 prochains mois parce qu'il n'y aura plus rien à attraper ensuite. On doit penser à notre environnement quand on pêche. Fin de journée, Billy retrouve sa compagne. Ici, quand la pêche n'est pas bonne, il y a toujours une langouste qui traîne dans le congélateur. Bon, on va marcher jusqu'à la route et cet après-midi, vous allez pêcher du poisson. Le lendemain, le centre d'accueil est plein. C'est le début d'une courte saison touristique qui transforme le quotidien habituel de Billy. Il est aussi le gardien de ce foyer. Il en profite toujours pour sensibiliser les jeunes à la cause environnementale. Quand on pêche, pensez à préserver les ressources. Si vous ne voulez pas manger le poisson, remettez-le à l'eau, d'accord? Vous le laissez vivre. Ok? Allez, super. Amusez-vous bien. On se voit plus tard. Ils font l'expérience de la nature, de la pêche, de la mer. C'est une expérience fantastique pour les jeunes. Ils s'en souviendront toute leur vie et c'est vraiment génial. C'est une piste que nous devons souvent entretenir pour qu'elle soit bien praticable pour les jeunes.
Ça, c'est ce qu'on appelle le ginus. On l'utilise pour parfumer un plat. Ici, nous avons d'autres plantes que les Maoris et les Européens utilisaient. C'est une plante très pratique à utiliser. Elle est très solide comme une liane, mais également très souple. C'est pourquoi les Maoris l'ont beaucoup utilisée. Elle est facile à travailler. J'ai beaucoup été en contact avec le peuple maori et appris de leur relation avec la nature. Je pense qu'ils ont besoin de conserver leur identité et leur terre. Les Européens ont colonisé cet endroit et bien que nous ayons de très bonnes relations avec les Maoris, on doit davantage les associer. La Nouvelle-Zélande est devenue, d'un point de vue culturel, plus sensible envers eux ces dernières années. Et c'est une bonne chose. Je pense que le peuple maori est en train de faire ce qu'il faut. L'avenir lui donnera peut-être raison, car les Maoris sont bien en état de reconquête. Peu à peu, ils récupèrent des territoires pour en faire des sanctuaires. Et avec eux, ce sont leurs valeurs sur la protection de la nature qui triomphent. Il était temps.